Merci, monsieur le professeur. Chers collègues, bonjour. Bien sûr, je dois exprimer ma gratitude au professeur Kameli. Et c'est là pourquoi. Bien parce qu'il y a une année, lorsque je suis arrivée à Rome au début de ma mission, j'ai été contactée par Alma Laurea à propos d'un projet dans un consortium qui concernait l'Arménie avec quelques autres pays de l'Union européenne. Et bien sûr, c'était l'un de rares cas là où le conflit d'intérêts est justifié et bien aimé au point de vue personnel parce qu'il y a 14 ans, tout de suite après mon diplôme en sciences internationales et diplomatiques dans la ville de Gorizia en Italie, je fais le questionnaire, je remplis le questionnaire et mon premier contrat de travail est arrivé presque immédiatement. Et par la suite, l'évolution a été différente, quand même. Je dois vous dire que le conflit d'intérêts est double, aujourd'hui encore. Pourquoi? Eh bien parce que j'apporte le témoignage de ce que c'est que le modèle universitaire de formation en Italie. Et bien sûr, mon idée de ce matin est de le mettre en système dans l'ancienne Union soviétique et donc dans l'Europe orientale qui connaît des dynamiques sans précédent. Il va sans dire que ce matin, nous avons écouté des présentations axées notamment sur le point faible du système universitaire italien. On a écouté beaucoup d'espoir pour ce qui est des améliorations possibles. Je peux vous dire que aux 10 dernières années, tout au long des 10 dernières années de mon activité internationale, eh bien, je considère comme étant un produit du système universitaire italien. Je dois vous garantir que ce système de formation m'a bien protégé dans des situations fort complexes. Et ce n'est pas tout parce que certains de mes collègues italiens et non italiens qui viennent de la formation universitaire italienne dans le domaine des sciences sociales étaient et ont été fort compétitifs et créateurs aussi par rapport à d'autres qui avaient des formations de curricula vraiment de haut niveau. Cela dit, le projet Tempus Alma Laurea en Arménie est un projet vertueux à double titre parce que il va capitaliser sur l'expertise d'Alma Laurea en faisant appel à des outils qui ne sont pas tellement utilisés dans le cadre de Tempus. Et cela pourrait être à l'origine d'un changement social profond, radical et durable aussi. En ce qui concerne le système de l'Arménie et d'une manière ou d'autre, à travers ces projets, on est en train d'exporter un prototype italien. Alma Laurea est un prototype excellent italien qui a vu le jour au sein de l'Université de Bologne. C'est un projet, c'est un prototype excellent de l'Italie et donc qui devient de service à notion qu'il faut exporter, qui passe donc de cette idée des services à cette idée de système à exporter, modèle à exporter. Ce qui entraîne des conséquences que l'on va voir à moyen et à long terme dans la zone orientale de ce que l'on qualifie aujourd'hui d'Europe. Ce matin, il a été question aussi de l'économie de la connaissance. C'est le point d'arrivée de beaucoup d'années de crise. Et c'est aussi le point d'arrivée de ce que nous aimons qualifier de la transformation de crise en opportunité. À partir de notre perspective arménienne, eh bien, nous croyons que le système qui va avoir le jour est un système basé sur l'innovation technologique et donc basé sur la connaissance. On va vivre dans un système différent, mais voilà, ça sera peut-être l'une des transformations les plus importantes de la société post-industrielle.
Et non seulement à cause ou grâce à la récession en cours, et non seulement dans le monde occidental, mais aussi chez nous. Et encore, si cela était d'une manière ou d'autre intégré au sein d'une dynamique actuelle qui conditionne la réalité socio-économique de l'Arménie, l'exportation d'Alma Lauréat serait à mon sens un exercice vertueux de coopération internationale. Beaucoup de pays occidentaux dépensent des ressources importantes dans des projets de coopération qui en fait, n'engendrent pas d'effets secondaires à long terme et donc qui ne restent que de contributions financières pures et simples. Donc, Alma Lauréat fait la différence parce que Alma Lauréat engendre des réseaux qui vont se supporter par la suite et donc ce sont des réseaux vertueux, ce qui plus est. Notre utopie, l'utopie de ma génération à moi, donc en tant qu'Arménien, c'est qui est une donne importante, l'âge moyen des fonctionnaires de haut niveau et de l'entreprise de l'État est entre 28 ans et 35 ans en Arménie. Donc, ce fonctionnaire moyen, ce haut fonctionnaire, dans le public et dans le privé. C'est la génération qui est en train de réaliser l'utopie de l'État après 6 siècles d'absence de l'État. L'Arménie connaît 3000 ans d'histoire dans ce territoire qui fait partie aujourd'hui la République d'Arménie. Mais nous avons une histoire qui est assez récente, 22 ans d'indépendance. Et donc, une force profonde de la transformation sociale. Et donc, parce que nous croyons dans l'utopie avec force. Et en ce qui concerne le domaine économique et social, cela, bien sûr, nous amène pour les capitaux et pour les start-up avec des contraintes minimum, avec des obstacles réduits au minimum. Et donc, ce projet qui voit l'entrée du modèle Alma Lauréat s'inscrit dans cette situation. Et donc, je voudrais pas être redondant, mais je voudrais vous exprimer ma gratitude la plus sincère. Merci. La parole à Monsieur le consul de Tunisie à Gênes. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Monsieur le Président de l'Université de Bologne, Monsieur Fabio Alberto Rossi Monaco, président d'Alma Lauréat, Monsieur Andrea Cammelli, professeur directeur d'Alma Lauréat, Monsieur le professeur Riccoboni, président de l'Université de Sienne et président de la fondation CRUI, mesdames et messieurs, tout d'abord, permettez-moi de remercier et de présenter mes hommages au comité d'organisation de bien avoir voulu m'inviter à participer à cette conférence. Merci de votre accueil généreux. Cet accueil généreux que cette belle ville de Bologne nous a offert. Je suis heureux de remarquer que toutes les interventions de ce matin ont été fort qualitatives. La participation aux travaux de la part du public aussi consacré un sujet, j'en suis certain, un sujet important aujourd'hui pour tous les pays, c'est-à-dire l'insertion professionnelle des jeunes avec un bac ou bien avec un diplôme universitaire. Mesdames et messieurs,
À partir de l'indépendance de mon pays, 1956, le système de formation et d'éducation tunisien a connu des progrès considérables. Les forces ont été concentrées pour mettre au point un système qui soit en mesure de produire un capital humain solide, capable de répondre aux besoins et aux exigences d'un pays en phase de développement. L'enseignement, la formation gratuite, l'enseignement gratuit, la formation gratuite, l'intérêt de la part de familles tunisiennes à l'éducation et bien sûr la scolarité obligatoire pour les jeunes gens de 6 à 16 ans sont une série d'éléments qui ont contribué à la fréquentation de masse de l'enseignement supérieur au cours de 2 dernières décennies. Les universités tunisiennes comptent à présent 340 000 étudiants, dont 67% sont des femmes. 68 000 diplômés sortent chaque année pour augmenter le nombre de milliers de diplômés qui attendent leur premier emploi, correspondant bien sûr à leurs aspirations. Et donc, le nombre de chômeurs se chiffre à 250 000, autrement dit 33% de la population active. La durée d'attente pour un jeune avec un bac ou un diplôme universitaire avant de trouver un emploi varie entre 6 et 8 ans. Et ces phénomènes s'expliquent de la sorte. La crise économique que la Tunisie a connue après la révolution du 14 janvier 2011 est la raison de tout ça. Révolution, comme vous le savez, qui fait appel à la valeur de la liberté, de la dignité, de la justice sociale. Des ordres sociaux ont fait suite à cette révolution. La guerre en Libye, pays proche, la crise de l'euro aussi, qui a frappé le commerce étranger. Malgré cette situation, pour faire relever ce défi, les gouvernements qui se sont succédés depuis 3 ans, et peut-être plus, ont pris en compte cette nouvelle condition et ils ont accordé la priorité à l'emploi pour tous. Les efforts ont porté surtout sur le fait de favoriser le rythme de croissance et d'investissement et aussi sur l'amélioration du niveau de réponse adéquate aux demandes additionnelles. De nouveaux mécanismes d'économie solidaire ont été mis en place. C'est le cas, par exemple, du Fonds de solidarité nationale, le Fonds national de l'emploi. Un autre exemple, la Banque nationale de la solidarité. Et pour finir, un système bancaire de microcrédit. Toutefois, tous ces mécanismes-là n'ont pas débouché sur le résultat souhaité en raison de l'arrivée massive chaque année des diplômés de l'enseignement supérieur sur le marché de l'emploi. Mesdames et messieurs, cette conférence
à laquelle nous attribuons une importance de plus en plus considérable, est une occasion excellente pour la Tunisie pour connaître les expériences permettant de favoriser l'insertion dans le circuit économique de jeunes diplômés italiens. Et c'est aussi un événement très, très important qui va consolider la coopération bilatérale ou multilatérale entre nos deux pays. C'est une invitation qui est adressée à nous toutes et à nous tous. C'est une invitation pour mieux cerner les domaines de cette coopération. Nous voulons vous signaler que le projet dénommé ISHAL qui est en cours entre les institutions tunisiennes et italiennes, et notamment le ministère du Travail tunisien et des universités différentes pour mener à bien un travail commun en vue de l'insertion professionnelle future et de la mobilité de diplômés tunisiens dans la zone de la Méditerranée. Je profite de cette occasion qui m'a été offerte aujourd'hui pour féliciter à nouveau le comité d'organisation et je voudrais leur souhaiter le meilleur avenir possible pour Al-Malal lauréat et merci bien de votre attention. Maintenant, la parole à M. Rochdi, qui est consul général du Royaume du Maroc à Bologne. Je remercie au nom de son Excellence M. Hassan Abou Ayoub, ambassadeur de Saint-Leroy à Rome, et en mon nom personnel, M. Fabio Alberto Roversi Monaco, président de la Fondation Al-Malaurea de Bologne, et Andrea Camelli, directeur de cette fondation, pour l'invitation qu'ils ont bien voulu adresser à son Excellence ambassadeur pour participer à cette conférence qu'ils organisent aujourd'hui dans l'enceinte de cette prestigieuse université. Il aurait bien voulu y assister, mais compte tenu de ses engagements antérieurs, il n'a pu faire le déplacement à Bologne. Je tiens à féliciter la Fondation à cette occasion pour son 20e anniversaire. Je tiens également à saluer toutes les personnalités ici présentes, dont son Excellence Monsieur le ministre Galletti, son Excellence le président Prodi, la présidente de la province Madame Draghetti, le président de l'Université de Bologne qui accueille la conférence Monsieur Ivano Diongi, de même que toutes les éminentes personnalités qui représentent les universités italiennes et étrangères, dont celle d'Oujda, le ministère de l'Emploi et de la Politique sociale, l'Union pour la Méditerranée, la Banque mondiale, la région de l'Émilie-Romagne, la Confi Industria, la presse, etc. Je n'oublie pas de saluer aussi son Excellence, l'ambassadeur de l'Arménie à Rome, le premier conseil de l'ambassade de la République à Serbie à Rome, et mon collègue, le consul de la Tunisie à Gênes. Le thème de cette conférence, comme vous avez pu le constater, de haut niveau est très intéressant dans la mesure où il traite d'un sujet d'actualité, l'avenir de la jeunesse, le bien le plus précieux, comme l'a qualifié ce matin le président Diongi. J'ai suivi avec un grand intérêt les résultats de l'enquête sur l'insertion professionnelle des diplômés présentés ce matin par M. Camelli. Je ne peux que féliciter la Fondation Al-Malaurea pour l'enquête exhaustive qu'il a réalisée. J'ai apprécié aussi les différentes interventions qui en ont suivi. Je remercie infiniment et grazie et buon lavoro. Grazie. Bene, ora la parola. Très bien. Monsieur Berbakov, premier conseiller de la République de Serbie en Italie. Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous remercier et d'exprimer ma satisfaction d'être là, dans cette assise, et pouvoir donc participer
à cet événement très important. Permettez-moi de remercier Monsieur Monaco, au président Dionigi, au professeur Camelli et toutes les personnes qui n'ont pas ménagé leurs efforts pour la bonne réussite de ce rendez-vous. Je voudrais transmettre les salutations de l'ambassadeur de la République de Serbie, Hana Kustanović, qui n'a pu être présent, mais ces salutations sont là avec les meilleurs vœux que cet événement pourra nous donner de nouvelles informations, de nouvelles pistes et donc pouvoir aborder des thèmes majeurs qui font l'objet de cette conférence. Lorsqu'on nous a invités à participer à cette conférence, la première chose qui m'est venue à l'esprit a été de quoi parler finalement. Et je suis arrivé à une conclusion que je pouvais vous parler d'une chose plutôt institutionnelle, ce que notre gouvernement fait, quels sont les programmes, comment nous cherchons d'insérer les diplômés, les nouveaux diplômés, non? Comment nous cherchons à les insérer, ou bien vous parler des choses plus concrètes dont j'ai été témoin ces 4 années depuis que je suis le responsable de la collaboration économique entre l'Italie et la Serbie. Eh bien, j'ai choisi cette deuxième option. L'Italie et la Serbie, depuis 2009, ont signé un accord de partenariat stratégique. Cet accord n'appartient pas aux accords que les hommes politiques signent et ensuite c'est un accord oublié dans un tiroir. C'est un accord qui fonctionne seulement cette année. Les exportations italiennes vers la Serbie ont augmenté de 25%. 25% de la Serbie vers l'Italie, une augmentation de 100%. Nos échanges sont arrivés à 3 milliards et demi d'euros. On a récemment parlé de différentes entreprises qui se sont installées en Serbie. C'est vrai. Des entreprises sont arrivées. Mais je voudrais souligner que ces entreprises sont arrivées, mais elles n'ont pas délocalisé leur production. De temps à autre, on parle de délocaliser la production, mais tel n'est pas le cas. Ces entreprises se sont installées en Serbie, elles ont créé des emplois pour les Serbes, mais pour beaucoup d'Italiens, je peux vous l'assurer. Fiat aussi l'a fait, mais ce sont les conditions de marché qui ont obligé ces groupes aussi à débarquer en Serbie. Donc les conditions n'étaient plus suffisamment favorables, comme Cassino, Mirafiori, Naples, etc. Lorsque Fiat est arrivé en Serbie, ils ont eu besoin de personnes hautement qualifiées. Bien sûr, ils ont eu besoin aussi de main-d'œuvre plus compétitive. Au début, Fiat est arrivé avec ses managers, ses ingénieurs, ses chefs, ses responsables de production en Serbie. Ensuite, Fiat a trouvé des ressources en Serbie et maintenant, au fur et à mesure, Fiat a signé des accords avec nos universités. Quel est l'objectif? L'objectif est d'offrir des stages de formation, des stages de spécialisation. Quel est l'objectif? L'objectif est bien d'insérer les nouveaux diplômés dans les réalités de Fiat. Donc, l'objectif est une insertion professionnelle. D'autres sociétés, haute technologie, sont arrivées, d'autres sociétés, haute technologie italiennes, sont arrivées en Serbie,
donc des produits technologiques qui vont être exportés sur les marchés tiers. Et c'est une formule qui devra être de plus en plus approfondie et développée. La Serbie pourrait être une sorte de plaque tournante pour les marchés tiers avec lesquels nous avons signé des accords à Kazakhstan, Turquie, Biélorusse, Russie, etc. Lorsqu'on parle d'innovation, il faut faire attention. Ce n'est plus une condition d'exclusivité, ce n'est plus un processus qui va seulement dans une direction, c'est-à-dire des pays les plus développés vers les pays moins développés. C'est un produit double way, c'est-à-dire dans les deux sens. Et pour étayer cette thèse, je peux vous évoquer un exemple que nous avons eu à l'ambassade il y a 6 mois. Nous avons été une entreprise serbe d'emballage nous a contactés pour créer des contacts avec des entreprises de Bologne d'emballage. Nous savons bien que à Bologne, il y a les entreprises d'emballage les meilleures au monde. On a pensé qu'ils voulaient acheter des équipements, des machines. Eh bien non, L'entreprise serbe a été contactée par une grande entreprise bolognaise. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu que cette petite entreprise serbe a produit un équipement, a fabriqué un équipement innovateur. Ils ont créé donc une joint venture et ils sont en train d'exporter vers une dizaine de pays en dehors de l'Europe. Ce n'est qu'un exemple de mondialisation du marché. Ensuite, un autre thème qui doit être évoqué aujourd'hui porte sur le chômage. Si nous voyons les données italiennes concernant le chômage, 12,6%. Ah, quelle envie chez nous, c'est bien le 25%. Mais il y a un autre élément que je voudrais évoquer. En Serbie, beaucoup de personnes ont quitté la Serbie pendant les années 90 pour des raisons politiques. Mais ces années-ci, ces personnes ont quitté la Serbie étant donné que ces personnes cherchent des conditions meilleures pour travailler, pour vivre, pour s'épanouir. C'est un processus qu'on ne peut pas arrêter, à mon sens. Les Serbes arriveront en Allemagne, les Italiens iront aux États-Unis. Je crois que cette fuite de cerveau, cette circulation des cerveaux est un processus qu'on ne peut pas arrêter, Mais je ne voudrais pas être trop pessimiste. Je pense qu'à la clé, toutes les personnes ayant une formation, qui ont pas mal de confiance, trouvent un emploi. Lorsque des nouveaux diplômés arrivent, nous demandent de les aider pour ce qui est de l'insertion professionnelle. Bon, je travaille pour les institutions, mais je leur conseille toujours de s'insérer, bien sûr, dans les entreprises d'État, mais je leur dis aussi d'amorcer une activité indépendante. Ne demandez pas ce que les pays peuvent faire pour vous. Essayez de faire quelque chose pour vous. Alors, si ce chemin va être suivi, je crois que le taux de chômage pourra aussi se réduire. Je n'ai rien ajouté, si ce n'est que vous dire bon courage